et tous, bienvenue dans Sport Planète. Je suis ravie de vous retrouver après ce bel été pour un 5e numéro consacré à un sport plus responsable. Sans plus attendre, voici le sommaire de cette émission. Football et écologie font parfois bon ménage. L'Hexacup est un tournoi de foot éco-responsable et accessible à tous les jeunes. Son fondateur, Guillaume Cascara, va nous en parler plus en détail. Dans notre Zoom Éco, on va parler d'aviron aujourd'hui, dont la fédération s'engage depuis plusieurs années déjà pour la préservation de l'environnement. Hélène Gigleux, conseillère technique nationale, est notre invitée. Lui est champion du monde du 800 mètres. Il rêve de briller à Paris dans 2 ans, mais aujourd'hui, c'est pour son implication environnementale qu'il est sur ce plateau. On est ravis d'accueillir Pierre-Ambroise Boss. Et bonjour à tous les trois, bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec nous. Pour ce 5e numéro déjà de l'émission Sport Planète, je vous le disais. On va balayer pas mal de sujets aujourd'hui, parler d'aviron, parler de course à pied, mais pas que. Mais on va commencer avec vous. Guillaume, vous êtes un passionné de sport, sensible à la planète, j'ai envie de dire un petit peu comme nous tous sur ce plateau. Mais vous êtes le fondateur de l'Hexacup. Alors racontez-nous ce que c'est. Alors l'Hexacup, si je devais résumer en une phrase, c'est révolutionner le sport pour les jeunes, mais en plus l'utiliser pour la planète. Donc pour résumer, c'est un sport à 8 contre 8 du foot, gratuit, accessible. Les jeunes n'ont qu'à s'inscrire gratuitement et jouer les matchs en autonomie. Ils jouent toute l'année de cette manière. En fait, on abaisse toutes les barrières à l'entrée, c'est gratuit, la pratique est libre. Et derrière, comme ils jouent notre compétition, ils sont engagés pour la planète. On les engage dans des actions éco-responsables pour participer au tournoi à la fin de l'année. C'est vraiment la condition, il faut jouer des matchs et s'engager avec nous pour la planète. Et donc, on a affaire à des jeunes qui ont plus la possibilité, le loisir de faire du sport et derrière, en plus d'être engagés de façon écologique. Alors cette Hexacup, elle est née à Bordeaux, là où vous faites vos études, en 2020. Vous avez utilisé ce mot, révolutionner. On révolutionne le monde du foot classique, la pratique classique avec ce type de compétition. J'ai constaté que les personnes qui avaient 16, 17, 18 ans, quand moi j'ai commencé à monter ce projet en 2020 Vous, il n'y a pas très longtemps donc. Non, c'est ça, je suis encore jeune. En fait, elles étaient de moins en moins licenciées en club parce que parfois c'est des sommes importantes, parce qu'il faut aller s'entraîner tous les mercredis, jouer des matchs tous les week-ends. Quand on est étudiant, parfois, c'est un peu plus décousu. Et donc, ils avaient envie d'une pratique qui soit beaucoup plus simple, autonome, quelque part un peu plus digitalisée aussi, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on va bientôt sortir notre application. Donc, quelque chose de plus simple. Et puis, en même temps, on ne voulait pas juste faire du football. L'objectif, c'était que tout ça ait un sens aussi. Donc, démocratiser la pratique sportive, mais aussi faire en sorte que ça serve l'intérêt écologique. Alors, imaginons, je monte une équipe avec mes amis, on est 8, on est prêts. Comment ça marche pour rejoindre l'Hexacup parce que c'est un championnat comment ça se passe concrètement? Il suffit de créer son logo, son équipe. Donc déjà, on a affaire à des jeunes qui sont un peu engagés. On peut commander son maillot éco-responsable. On est en collaboration avec la start-up Nol qui font des maillots 100% recyclés. Et ensuite, on télécharge notre application mobile qui va sortir dans quelques semaines. Pour l'instant, vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Et on a accès à ses stats, à ses matchs. On organise un match en un instant. On boit une bière avec des amis le vendredi soir. On se dit on a envie de faire un match demain. C'est possible. Et derrière, du coup, il y a un grand nombre de matchs qui peuvent se faire de la manière la plus simple. Et il suffit de mettre ensuite son score sur l'application et éventuellement d'être qualifié au tournoi de fin d'année si on a bien fait des actions éco-responsables et qu'on s'est engagé avec nous. Alors on y vient justement, vous l'avez dit, il faut donner du sens à tout ça et pas seulement se bouger, qui est déjà très très important. Alors quand on dit action éco-responsable, concrètement, qu'est-ce que vous leur demandez, qu'est-ce que vous leur faites faire à vos footballeurs? Déjà, la première étape, c'est qu'il faut que nous, on soit éco-responsables et que nous, on soit propres. Donc effectivement, on calcule notre empreinte carbone, on fait en sorte que nos maillots soient recyclés, ces choses-là. C'est le cas du sweat aussi? Alors, c'est pas encore le cas du sweat. On a encore des progrès à faire. Mais de leur côté à eux, on les invite surtout à des actions de ramassage de déchets, puisque les ramassages de déchets, effectivement, Pierre-Antoine, c'est quelque chose que tu connais. Ça a plusieurs atouts en fait. Déjà de les sensibiliser parce qu'effectivement ils voient vraiment la réalité de la saleté devant nous. C'est un acte un peu citoyen aussi puisque du coup on rend nos rues plus propres. Et puis surtout ce que les gens ne savent pas assez, c'est que un déchet dans nos rues, c'est un déchet qui va finir probablement dans les mers et les océans. Et il y a un vrai intérêt à faire ça. Donc on est accompagné de l'association Football Écologie France et de l'association The Sea Cleaner. Et l'an prochain, on va essayer de dupliquer cette action qui s'appelait Engagé pour la planète dans une dizaine de villes et de mobiliser un grand
grand nombre de jeunes. Pour l'instant, on en a mobilisé environ 300. Comment ils réagissent d'ailleurs à finalement cette condition pour participer à l'Exacup? Aujourd'hui, ça paraît logique, normal à tout le monde? Effectivement, les jeunes ils sont sensibilisés aujourd'hui, mais la sensibilisation à l'action, il y a souvent un pas à franchir et le sport le permet. Pas beaucoup de jeunes seraient peut-être prêts à se lever à 9h du matin pour aller ramasser des déchets, même si à la fin ils sont contents. Le fait de savoir que ça s'inscrit dans cette compétition, ça permet de les engager. Donc on a des jeunes ensuite qui veulent revenir les fois suivantes et qui sont sensibilisés. La perspective de développement, vous en avez un peu parlé déjà, cette appli, et puis quoi d'autre? Et puis un développement territorial, parce qu'en fait les jeunes dans plein de villes en France nous disent nous on veut effectivement avoir accès à cette pratique, on veut s'engager avec vous. Donc on était une seule ville à Bordeaux en 2021, l'an dernier dans 4 villes en plus à Toulouse, Lille et Paris. Et puis l'an prochain, l'objectif cette année qui arrive, c'est d'être présent dans une vingtaine de villes avec des staffs bénévoles. On a recruté 2 alternants, on est en train de se structurer. Plus on est dans des villes, plus on peut rendre le football plus accessible pour ces jeunes et plus on peut faire des actions éco-responsables efficaces et puissantes. On plante des arbres notamment. Et notamment on plante des arbres avec notre partenaire Big Ensemble, qui est une association bordelaise. Et donc l'objectif c'est que lors des tournois qui ont lieu au mois de juin et ensuite le tournoi national qui verra s'affronter les vainqueurs de chaque ville, pour un but inscrit, ce soit un arbre planté. C'est vraiment l'objectif parce qu'en plus ça permet aux jeunes de se projeter, ok j'ai marqué un but, j'ai planté un arbre, c'est quelque chose qui est efficace. C'est assez efficace, effectivement, et ça devient concret. Vous jouez au foot un peu, Pierre-Ambroise, ça pourrait vous inspirer, ce genre d'action? Ouais, bien sûr. Ah non, j'adore, je suis complètement fan et je ne connaissais pas, donc je suis vraiment très content d'être venu. Il y a une place dans l'équipe, c'est vrai, si tu veux. Et c'est quel poste? Ils se sont parlé entre Bordelais ou ex-Bordelais avant l'émission. Sur l'aile, je pense que tu es Sur l'aile, je suis pas mal, mais ouais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai le pied carré, donc faut faire attention à mes centres et les buts contre notre camp. Écoute, j'aurais pas mal de questions à te poser en off, c'est clair. Tu peux lui en poser une en on, là, c'est le moment. Non, mais justement, en fait, le biais du sport, il est exceptionnel. Et vous avez eu raison de partir sur cette idée parce que le foot, c'est le sport le plus populaire en France. Et je pense que c'est la meilleure façon de convaincre les jeunes. J'adore l'idée de la sorte de contrepartie ou des devoirs, en fait. Parce qu'on est encore là-dedans, à 20 ans, et on fait nos devoirs. Et je pense que ça va complètement marcher. Simplement, l'application pour les t-shirts, votre partenaire, c'est qui? Nod, j'ai entendu. C'est une start-up qui s'appelle Nolt, qui est basée à Nice, et en fait qui récolte des déchets plastiques dans la Méditerranée pour en faire derrière du matériel sportif. Super, donc c'est du plastique aussi, génial. Voilà, c'est récolté à partir de plastique. Donc quelque part, les jeunes les ramassent et Nolt en fait des maillots. Il les transforme et après il les porte pour l'Exacup. Vous avez 300 là, c'est ça, 300 personnes motivées pour l'instant ou un peu plus? Non, en fait, on a engagé 300 personnes dans des actions éco-responsables un peu test l'an dernier à Bordeaux, mais en tout, on a plus de 2500 joueurs dans 4 villes et on vise forcément beaucoup plus l'année qui arrive. Voilà. On va faire une équipe. Plus des jeunes engagés. Voilà, une équipe supplémentaire avec Pierre-Ambroise Boss pour cette Exacup. On va parler d'aviron maintenant, c'est notre Zoom Eco. Et on va s'intéresser donc à la Fédération française d'aviron qui s'est engagée depuis quelques années déjà maintenant pour la préservation de l'environnement avec Hélène Gigueux, conseillère technique nationale. Merci beaucoup d'être avec nous, Hélène, aujourd'hui. Alors la Fédération, il faut qu'on resitue un peu. On a environ 115 000 pratiquants. On a beaucoup de scolaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en préparant cette émission, que je n'imaginais pas. Un sport de nature qui rassemble 45 000 licenciés. Est-ce que vous diriez, Hélène, que votre fédération était assez visionnaire, a commencé il y a longtemps déjà sa lutte pour protéger la planète? Alors visionnaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'était un petit peu dans l'identité de la fédération et de la discipline. Voilà, parce qu'on utilise du matériel qui coûte cher, donc forcément les clubs en prennent soin, les pratiquants en prennent soin. Le matériel est proposé à d'autres structures quand il ne sert plus dans un club. Donc la fédération a aussi sur son site internet un espace de petites annonces pour justement faciliter cet échange de matériel. On organise aussi chaque année une formation de réparation de matériel, donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la pratique. Sur le côté, ensuite, plus dans le volet développement durable, sur le côté social, on est une des premières fédérations à avoir accueilli les personnes en situation de handicap, à travailler sous convention avec la fédération handisport. Donc voilà. Et puis toutes les actions de préservation de l'environnement, d'entretien des sites, de ramassage des
des berges. Il y a aussi l'implication dans le dispositif Suricat du pôle ressources national sport de nature, voilà, qui permet aux pratiquants de signaler quand il y a des problèmes observés, notamment des décharges sauvages en bord de rivière ou de pollution. Ça, je dirais que c'est les points d'alerte, la pollution, voire ces rivières un petit peu qui sont votre terrain de jeu, un petit peu laissées à l'abandon. Ça a été les points d'alerte pour vous pour lancer une démarche assez forte? Oui, puis c'est aussi l'évolution du monde dans lequel on vit, avec la volonté d'en faire toujours plus, de réfléchir un petit peu différemment à ce qu'on peut améliorer et voilà, qui amène chaque année à envisager des nouveaux projets et des actions différentes. Oui, parce qu'on doit le dire, hein, effectivement, parfois les conditions climatiques obligent à annuler des championnats pour X raisons, hein, parce qu'il pleut trop, parce qu'il y a du courant, parce qu'il y a des algues, parce qu'il y a de la pollution aussi et qu'on ne peut pas aller sur l'eau. Donc voilà, ça vous oblige évidemment à agir. Alors aujourd'hui, vous agissez concrètement, vous l'avez dit, hein, pour limiter ces impacts environnementaux et éveiller les consciences. De nombreuses actions sont menées évidemment, notamment lors des événements que vous organisez. Nos équipes se sont d'ailleurs rendues à Libourne lors des Masters d'Aviron, pour constater bien, tout ce que vous mettez en place. C'est un reportage signé Louis Delperrier et Lucien Jaron. Cette année, le lac des Daguets de Libourne est la terre d'accueil des championnats du monde Master d'Aviron. Plus de 10 000 personnes présentes, dont 8 500 rameurs, 50 nationalités représentées et pas moins de 620 courses en 5 jours de compétition. C'est un événement unique en France. La dernière fois, c'était à Vichy, il y a 20 ans. Tous les participants ont l'air très heureux, c'est une vraie fête de l'aviron avec plein de nationalités, plusieurs catégories d'âge de 27 à plus de 93-92 ans. C'est un très bon moment, oui. C'est bon enfant, on voit beaucoup de sportifs de tout âge, c'est intergénérationnel. Je trouve ça très sympathique et rassurant. Une fédération verte, éthique et responsable. C'est l'un des 4 axes qui composent le projet fédéral. À l'occasion de cette manifestation, l'éco-responsabilité est tout naturellement placée au cœur de l'événement. Tri des déchets, fontaine d'eau potable et aussi un village partenaire qui vise à sensibiliser le public et les participants à l'éco-responsabilité. On propose 3 types d'animations. La première, c'est des challenges qui permettent, au travers d'un défi, de faire un geste pour la planète. Ramer, et chaque mètre est comptabilisé pour planter des haies qui vont soutenir la biodiversité un peu partout en France. Vous avez aussi aujourd'hui un service de location de vélo. La location de vélo, elle part comme des petits pains. Les gens, ils ne vont pas en taxi à leur hôtel, à leur Airbnb, ils se déplacent en vélo, quoi. Tout a été vraiment pensé dans toute la chaîne pour faire de cet événement un événement éco-responsable. Grâce à cet engagement collectif, le club nautique de Libourne a officiellement reçu la certification ISO 20121. Ils sont les premiers à l'obtenir en France. C'est une certification de développement durable. Là aussi, c'est une volonté forte de la ville, du club, aux côtés de la Fédération française bien sûr et de la Maïf. On s'est engagé il y a maintenant plus d'1 an dans cette voie pour mettre en place tous les dispositifs, pour faire en sorte que l'ensemble des piliers du développement durable, que sont le facteur environnemental, le facteur économique et le facteur humain, soient au cœur de nos préoccupations. On montre l'exemple aussi à l'ensemble de la France, mais aussi à l'ensemble de la Fédération internationale, qu'on peut faire des événements complètement dans l'optique de ce développement durable. Avec les championnats du monde Master d'Aviron, la Fédération française a franchi un nouveau cap dans son ambition environnementale. Alors on l'a vu, Hélène, dans ce reportage, beaucoup d'actions ont mené lors de ces événements d'envergure, je dirais, mais qu'en est-il du quotidien? Comment vous accompagnez vos clubs à engager cette transition? Alors, on est justement en ce moment en train de mettre en place un diagnostic pour lequel on se fait accompagner par la société Oxygène, qui est un cabinet conseil en stratégie responsable. Voilà. Et après, au quotidien, il y a des projets, par exemple, d'utiliser la récupération de l'eau de pluie pour laver les bateaux. Donc voilà, une politique d'équipement des structures en récupérateur d'eau. La constitution d'outils pédagogiques aussi. On a cité la pratique scolaire tout à l'heure. Donc on a des outils d'éducation à l'environnement
sont proposés pour tout le public jeune. Donc certains qui existent déjà, voilà, comme le programme Ram en 5e, Se jette à l'eau, qui est un programme à la fois pédagogique et à la fois sportif, avec le thème choisi ici, les ressources en eau. Et puis une mallette pédagogique sur laquelle on est en train de travailler pour faire en sorte que nos pratiquants connaissent mieux la faune et la flore des rivières, donc des milieux qu'ils utilisent pour leurs pratiques. Et voilà, en partant du principe que mieux on comprend, mieux on connaît, plus on sera actif dans la préservation de ces milieux. Est-ce que les rameurs professionnels, vos têtes d'affiche, sont engagés et vous aident à porter les messages forts ? Oui, donc on avait 2 ambassadeurs, notamment qui étaient sous convention avec la Maïf. Hélène Lefebvre et Pierre Rouen étaient nos ambassadeurs. Là, donc, on a une nouvelle équipe qui arrive de jeunes rameurs. Donc là, on est effectivement en train d'identifier les successeurs d'Hélène et Pierre sur ces sujets. Voilà, pour porter les messages forts, finalement, les athlètes de haut niveau, vous êtes les meilleurs ambassadeurs, Pierre-Ambroise. On l'entend, la Fédération d'aviron fait beaucoup de choses. La tienne, elle se bouge beaucoup. Elle commence, puis elle s'engage, je crois, avec la Maïf. Ils ont un partenariat depuis l'année dernière, je pense, qu'elle va s'engager de plus en plus. En tout cas, je l'espère. Et puis, si on peut trouver des synergies en commun avec la Fédé, moi, c'est avec grand plaisir. Mais pourquoi pas aller aussi faire le pas et créer des passerelles entre les Fédés, puisqu'aujourd'hui, les Jeux arrivent à grands pas. C'est en France, et je pense qu'on peut créer des choses comme ça. D'ailleurs, dans les éco-jogs qu'on organise, on a aussi parfois les berges que vous clinez. Donc on a un grand champion de canoë qui s'appelle Gauthier Clos, que tu dois connaître, qui nous aidait. On va trouver des sales trucs dans les berges. Ouais, des trottinettes, des choses comme ça. C'est terrible. On ne s'imagine pas ce qui se passe dans la Marne, dans la Seine et dans les autres fleuves de France. Effectivement, on s'en rend compte quand on fait ce genre d'opération et c'est assez déplorable, évidemment. On va rentrer un peu plus dans le détail de ton engagement à toi, mais avant cela, on va découvrir les enfants, bref, de Sport Planète. 100 marathons en 100 jours pour le climat, c'est le défi fou que s'est lancé l'éco-aventurier Nicolas van den Elsken. Vous le connaissez, il était venu dans l'émission Sport Planète pour la toute première édition. Il est parti le 3 septembre de Montargis, il va courir 4200 km à travers 49 départements, 11 régions. Son objectif, alerter, sensibiliser sur le réchauffement climatique. On lui souhaite évidemment beaucoup de courage pour continuer sa mission. Le 6 novembre prochain, à 13h02, 138 bateaux vont s'élancer pour la route du Rhum destination Guadeloupe, événement qui s'est associé à Surfrider Europe, ONG très engagée pour la protection des océans, pédagogie à Saint-Malo, conférences, plan d'action pour réduire l'empreinte carbone de la course et grande première, un bilan sera réalisé après l'événement. Enfin, une décision forte qui pourrait faire date, celle du trailer Andy Simons. Il ne participera pas au prochain championnat du monde de trail en Thaïlande début novembre. Il estime que son bilan carbone est déjà bien trop élevé en 2022. Plus de 6 tonnes d'équivalent CO2 alors qu'il n'en faudrait que 2. Bilan catastrophique selon lui à cause de différents trajets en avion pour se rendre sur différents sites de compétition. Du coup, pas de Thaïlande pour lui. C'est quelque chose qu'on pourrait voir de plus en plus, Pierre-Ambroise, à l'avenir, ce genre de décision, se dire non, ce championnat du monde-là, c'est beaucoup trop loin, j'y vais pas. Je pense, bien sûr. Ces gens-là donnent l'exemple. C'est difficile, hein. C'est un vrai sacrifice qu'il est en train de faire, parce qu'on parle d'un championnat du monde. Je pense qu'il n'y en a pas 1000. Surtout quand on est sportif de haut niveau, on comprend l'intérêt d'un pic de forme. Et même quand on l'a, ça ne veut pas dire qu'il se reproduira dans notre carrière. Donc félicitations à lui. J'ai envie de dire que je ne pense pas encore avoir cet état d'âme. Un championnat du monde, ça ne se refuse pas. Donc par contre, moi, si on prenait mon cas en exemple, j'enlèverais tous les autres types de voyages en avion. C'est ce que déjà je suis en train de faire depuis quelques temps. Mais de là à louper un championnat du monde, je trouve ça fantastique. Et voilà, on va prendre exemple. En tout cas, voilà, il y a de plus en plus de choses comme ça qui se font et de décisions qui se prennent assez fortes de la part des sportifs de haut niveau. Alors, Pierre-Ambroise a déjà beaucoup parlé, mais je dois quand même vous dire que c'est notre éco-aventurier du mois pour entendre, évidemment, le petit jingle.
Alors, on aurait pu renommer la rubrique sportive de haut niveau plutôt qu'éco-aventurier, Pierre-Ambroise. On va parler un petit peu de sport avant de parler de la planète. 2017, titre de champion du monde à Londres, du 800 mètres. Multiple champion de France, évidemment. Plusieurs participations aux Jeux avec cette envie de briller à Paris, évidemment, dans 2 ans. Je crois qu'en cette rentrée, vous êtes particulièrement motivé, particulièrement affûté, plus tôt que d'habitude. Absolument, oui. Je me suis entraîné à partir du mois de novembre depuis les 10 dernières années, et c'est la première fois donc, en 10 ans que je commence au mois de septembre. Donc j'ai sacrifié une partie de ma carrière, c'est-à-dire les 2 derniers championnats de cet été pour blessure, mais je pense que j'aurais pu participer au championnat d'Europe au mois d'août si j'avais vraiment forcé le pas. Je suis quand même pas dans la première partie de ma carrière, donc il faut ménager la monture, c'est ça ? Il faut faire des choix surtout. Et aujourd'hui, je mets mon énergie en plus dans d'autres choses, notamment l'environnement. Et voilà, ces choix-là vont être importants à l'avenir. Parce qu'il y a de grandes échéances quand même dès l'année prochaine. Ouais, Budapest, c'est ça ? En athlète, on a un championnat tous les ans. Il se trouve que cette année, ça sera les championnats du monde en plein air, mais il y a aussi le l'indoor. Donc les championnats d'Europe. Et ça, c'est pas souvent que tu t'alignes sur le... Non, mais pour la raison que je vous ai indiquée juste avant, c'est-à-dire que normalement, j'ai à peine 3 mois pour le préparer. Là, il y en a 2 de plus. Donc il pourrait se passer quelque chose éventuellement. Mais justement, j'aspire à regagner des médailles, justement pour faire du bruit et sensibiliser le plus de monde possible à cette cause-là, en fait. Tout comme vous. Donc je pense que la meilleure manière d'avoir de l'écho, c'est de gagner des médailles. Alors justement, à quand tu situes ce moment où dans ta tête, il n'y a plus seulement l'athlé comme leitmotiv quotidien, il y a eu justement cette envie de faire passer quelques messages ? Moi, je pense que la question écologique, c'est un petit virus qu'on a tous en nous, surtout quand on fait du sport, et particulièrement un sport où on doit pratiquer ça en plein air. Il y a toujours un petit truc à droite, à gauche pour gâcher le paysage. En tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus, j'ai eu la chance de m'être entraîné dans des paysages paradisiaques, mais pas que. J'ai été notamment au Maroc. Il y a des côtés paradisiaques et puis on se retourne, il y a des déchets partout. Donc on voit bien que, voilà, notamment l'Afrique où certaines îles sont la poubelle de l'Europe et on le matérialise sur le moment quand on est sur place. Et puis aussi, j'ai eu cette opportunité de faire un éco-jog un jour à Lyon. C'est mon manager Brian Cantero qui m'avait invité et qui, lui, bosse avec le World Cleanup, le World Cleanup Day. Et je me suis dit, en fait, je me suis vraiment senti citoyen en sortant de cette... je me sentais bien et mal en même temps, bien entendu. Hein. Bien dans le sens où j'ai envie de faire du bien, ça y est. En mode action, quoi. Mais surtout, je suis sorti de là, je voyais des déchets partout, quoi. À partir de là, maintenant, c'est encore pire parce que je vois le moindre mégot par terre au point où je ne regarde plus les gens en face quand je marche. C'est terrible. Il n'y en a pas sur ce plateau, tout non, va il y bien. En a pas. Donc on peut continuer de se regarder. Quand on parle d'éco-jog, parlons de cet événement qui a eu lieu à Lille, samedi 17 septembre. Gros événement, c'était justement la journée mondiale du nettoyage. Alors comment ça s'est passé ? C'était une première. Est-ce qu'on est satisfait de ce qui s'est passé ce jour-là ? Bien sûr, on a beaucoup de satisfaction par rapport à l'engouement qu'on a mis en place. On ne pensait pas autant avec le grand public. L'événement s'est déroulé en 2 parties. Il y avait un gros challenge, justement, éco-sportif le matin, où on challengeait à la base, on devait avoir une 20aine d'équipes. Il se trouve qu'on en a eu seulement une 10aine, malheureusement. Mais en fait, les 10 qui étaient présentes ont compensé largement le manque. Et donc, on challengeait ces équipes-là avec un barème de cotation. Donc, on parlait de devoir de contrepartie tout à l'heure. Nous, on a essayé de rendre ludique l'événement, le plus sportif possible et le plus ludique possible, avec cette grille de cotation, avec un point bonus pour l'objet insolite, le cri de guerre. Voilà, c'était un véritable... c'est pas Fort Boyard non plus, hein, c'était vraiment au service de l'environnement. Donc les gens ont joué le jeu et c'était trop cool. Et puis à partir de l'après-midi, le grand public est arrivé, on leur a fourni de quoi ramasser... les mégots, puisque c'était le fil rouge de la journée. On tentait le record du monde du ramassage de mégots de la journée. On a fait un demi-million pour 1 million, donc on est loin du compte. On est loin du compte pour 2 raisons. Et c'est pas pour faire de la pub à qui que ce soit, mais la ville de Lille est super clean.
Donc j'ignore si c'était parce Il que faut le c'était une dire, journée hein, du il faut patrimoine. le dire. Non mais bien sûr qu'il faut le dire C'est parce que c'est important. vrai en fait. Ouais. Les spots où il y a beaucoup de mégots dans l'île, il faut ouvrir des grilles ou alors il faut aller chercher dans les gares où il y a beaucoup de passages. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est les Lillois qui sont crados, mais plus les gens de passage. Et ce qui est logique en fait. Voilà, devant les bouches de métro éventuellement. Alors qu'à Paris, j'avais fait des clean-up, il y en a partout. Donc, je vais faire une petite passe D à Mathieu Vidvout, Théo Curin et Malia Metella ils vont tenter de battre leur propre record du monde qui est de 850 000 qu'ils avaient fait à Paris l'année passée. Ils vont essayer de le faire à Marseille. On ira bien entendu leur donner un coup de main. Voilà, on le sent, hein, de plus en plus de sportifs s'engagent pour la planète. Au quotidien, est-ce qu'on arrive à être exemplaire, Pierre-Ambroise ? Je pense qu'on n'y arrive pas. On n'est pas écologique en tant que tel. C'est dû au système, c'est dû à la société. Moi, je fais de mon mieux. Bon, ça m'a fait rigoler. Il y a une photo de moi avec une trottinette. Effectivement, j'ai plus de voiture. Moi, j'habite à Paris depuis une douzaine d'années. J'ai plus de voiture depuis à peu près 6-7 ans. La première raison, c'est parce que c'était compliqué à Paris. Mais en fait, il n'y a aucune logique à avoir une voiture à Paris. Ça n'a aucun sens. Et j'essaye, je vais revenir sur l'exemplarité bien sûr, mais du coup ça me fait réagir aux discussions que j'ai souvent avec des Parisiens quand je pars au resto, dans les bars, que je les croise en fait, et ils sont sans arrêt en désaccord avec soit Anne Hidalgo, soit la politique de... Non mais c'est complètement ridicule en fait, ils sont vraiment dans le moment présent, la plupart des gens. Le confort personnel. Voilà, c'est terrible. La voie des trottinettes, la voie des vélos, ça leur va pas, puisque du coup, effectivement, ça empiète sur leur confort personnel. Je trouve ça difficile. Je me bats au quotidien avec les gens. Ça fait partie des choses que je fais maintenant. Concernant mon exemplarité, on parlait tout à l'heure de Andy Wilson, c'est ça ? Simons, pardon. Je le connaissais pas, c'est pour ça. Parce que je ne vois que mon nombril. Mais... il se trouve que j'ai pas été toujours exemplaire, au contraire, j'ai profité de ma carrière de sport, puisque dans l'athlète, on a 95% d'entraînement pour 5% de compète. Donc je me suis permis d'aller voyager un peu partout pour aller découvrir le monde. Aujourd'hui, je le ferai plus, je le regrette pas, mais je le regrette pas parce que j'ai vu des choses fabuleuses et j'ai des amis un peu partout, mais je le referai plus, puisque le contexte n'est plus le même. Il l'était déjà, mais j'en avais pas pris conscience à ce moment-là. Voilà, ça fait partie des petits gestes. Alors, j'ai bien compris, hein, il y a des vulgarisateurs aujourd'hui qui nous disent que les petits gestes vont beaucoup moins compter que les gros gestes. On parlait du foot tout à l'heure avec Guillaume. Moi, je ne prends pas de jet privé. J'ai pas cet argent-là. La seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est arrêter de prendre des longs courriers. C'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire de plus en plus. Sauf pour Jeux Olympiques ou Championnats du Monde. Bon, il se trouve que les prochains JO sont à Paris. Ce ne sera pas très loin. En trottinette, ça va assez bien se passer. Trottinette, c'est parfait. Équipementier, on parlait des maillots qui étaient faits à partir de plastique recyclé. On fait attention à ça aussi aujourd'hui Bien sûr, je n'ai pas posé la question pour rien. En fait, j'ai fait un partenariat avec Beaumolet. Je ne sais pas si ça te parle, Guillaume. Ils font exactement la même chose. Donc, ils font des t-shirts éco-responsables à base. Un t-shirt, c'est 12 bouteilles plastiques. Et ils essaient de rendre le cercle de production et de développement le plus court possible. Donc, ils ont une usine qu'ils ne peuvent pas développer encore en France, ce système-là, pour faire la fameuse fibre à base de plastique. Ils l'ont en Italie, donc ça fait à peine quelques centaines de kilomètres, alors qu'on sait très bien qu'un t-shirt, de sa conception jusqu'à ce que moi je le porte, il y a environ 48 marathons, si je me souviens bien. Effectivement. Ce qui est un fiasco. Voilà, ouais. Entre l'industrie, les transports, on a déjà beaucoup à faire. Et nous, à notre niveau, en tant que sportif, en tant qu'individu, en tant que citoyen lambda, j'ai envie de dire, on peut... ces petits gestes-là, l'éco-jog, les éco-jogs, ramasser les déchets, c'est-à-dire lutter contre l'érosion de la biodiversité, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire à l'heure actuelle. Le reste, c'est trop... C'est pas à notre portée, on va pas se mentir. Hein, tu parles de citoyen lambda, mais là je pense qu'on dépasse un cran. Et effectivement, nous on essaye de s'engager en tant que jeunes, en multipliant les villes avec la masse, en essayant de convaincre de l'urgence climatique. Mais quand une personne comme Pierre-Ambroise, qui effectivement a fait rêver des milliers de jeunes, moi y compris, aux Jeux Olympiques avec mes grands-parents, on voit
un athlète comme ça s'engager, c'est une étape supérieure qui est franchie et du coup les jeunes ont encore plus envie de s'engager derrière. Donc c'est pas juste un citoyen lambda. Le fait qu'effectivement de plus en plus de sportifs prennent la parole, c'est une excellente chose et petit à petit ce qui est bien c'est que c'est en train de devenir la norme. Et aujourd'hui un sportif qui ne s'engage pas au niveau éco-responsable, il va pas dans le bon sens et tout le monde est en train d'y aller. Donc c'est une très bonne chose et c'est agréable de le voir aujourd'hui encore. Tu veux parler de quelqu'un en particulier? Un peu de toi. On ne citera pas. De l'autre, de l'inverse. L'inverse, on ne citera pas de nom de sportifs pas encore très engagés, mais il va falloir s'y mettre parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'opinion publique ne les rate pas et on en a besoin. Mais on est là pour piquer personne aujourd'hui, au contraire, c'est un message positif nous qu'on passe, bien entendu. Et justement, c'est pour ça qu'on essaie de créer ces festivals. Alors le premier était à Lille, j'espère que c'est le premier d'une longue série. Mais voilà, le fait de rendre le côté sportif et ludique, c'est ce qui va, je pense, le plus rassembler. Amener les gens par le jeu et non par la contrainte, c'est comme ça probablement qu'on y arrivera. D'ailleurs, on va jouer. Vous êtes d'accord? Pour terminer cette émission, c'est le principe, c'est l'heure de l'écolo quiz. On n'a pas les buzzers là. Vous allez jouer chacun pour vous, pas d'équipe, hein. Chacun pour soi. Chacun pour soi. On vient de parler de collectif pendant toute l'émission et là on doit jouer un jeu perso. Allez, c'est parti. Qui a déclaré au sujet de la Coupe du Monde au Qatar: cette Coupe du Monde-là n'a aucun sens, pire, c'est une aberration. Déjà parce que le Qatar n'est pas un pays de foot, aucune ferveur, aucune saveur, une aberration écologique avec tous ces stades climatisés. Quelle folie, quelle stupidité. Eric Cantona. Point. You win. J'allais dire, c'est pas Patrice Evra ou Mbappé. Eric Cantona, effectivement, lettre publiée récemment sur les réseaux sociaux. Un autre sportif qui a dit: il y a des questions que je me pose désormais chaque jour. Je ne suis pas un saint, l'automobile est ma passion, mais quand je descends de voiture, je me demande parfois si c'est une bonne chose. Est-ce que nous devrions vraiment voyager dans le monde entier et dilapider ses ressources? Pierre-Ambroise Boss. Ça aurait pu. Pilote. Mais non. J'espère que c'est quelqu'un comme Lewis Hamilton. Je pense qu'on va pas être très loin. Pas très loin. Mais c'est pas je lui. suis pas un homme très connecté, alors on n'est pas loin. Il est 4 fois champion du monde. Ah, 4 fois. Vettel, bien sûr. Ah, j'allais. Bien joué. Eh oui. J'ai donné un petit indice. Travail d'équipe là, toujours. 3/4 de point, allez. Dans quel sport le président Emmanuel Macron avait-il été interpellé par un joueur au sujet de l'écologie? Le rugby. Eh mais il est super Il fort. est balèze. Je vais tourner ma tablette là. Vous pouvez J'ai peur changer de siège, je pense. Alors, Effectivement. il faudrait faire l'émission. C'était lors de la poignée de main avec le président et Clément Castet lors de la finale du Top 14 2019 entre Toulouse et Clermont. Et il lui avait demandé de continuer les efforts pour l'écologie. Qui a dit: l'écologie est un sport d'équipe où tout le monde doit avoir le même élan? C'est une femme. Allez, un petit indice. Elle pratique un sport collectif. Ah oui, donc c'est pas le gouvernement. Un sport co. Elle ne joue plus en équipe de France. Football. Pierre-Ambroise l'a déjà croisée, c'est sûr. Leur boulot. Non, elle joue au basket. Céline Dumerc, très bien pour Hélène. Céline Dumerc. Cette phrase lui va très bien. Qui s'est engagée grâce à sa fédération et elle est très très engagée pour la planète elle aussi. Combien représente en pourcentage la part des déplacements en train pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2? Je dirais moins de 10%. Moins de 10% ici. Les clubs de Ligue 1. Et Ligue 1 et Ligue 2. Ligue 2, hein, ça voyage beaucoup en train, je pense, Ligue 2. Ah ouais. 20%. Je dirais presque Non. moins. C'est bien moins, seulement C'est 4%. Alors ce sont les chiffres, donc saison c'est un vrai 2019-2020, Un vrai fiasco. 65% en avion, 31% en bus. Combien? 31 en bus, 65 en avion, 4 seulement en train. Et on va terminer avec un sportif français qui est passionné d'apiculture et qui a des ruches chez lui. Qui est-il? Il a fait un peu l'actualité ces derniers jours avec son équipe. Une discipline. C'est la route du Rhum, là? Non. Non, ok. Lui aussi, il fait le même sport que Céline Dumerc. Il a été élu dans le meilleur 5 de l'Eurobasket. Il est français. Et il joue à Lyon? Il ne joue pas à Lyon, il joue aux États-Unis. Il est très très grand. Oui, bah non, l'autre justement. C'est terrible, hein, les trous de mémoire. Non, encore un autre. Le plus connu. Moi, je connaissais que celui-là. Le plus connu. Rudy Gobert. Rudy Gobert Moi, j'ai qui, des lorsqu'il trous de mémoire, qu'il habitait du côté de Salt Lake City, il avait une ruche dans sa propriété. Et il adorait
le miel, donc c'est super, mais en revanche, parfois, il se fait un peu piquer par les abeilles. Il peut nous en envoyer un petit peu, ouais, on ne sait pas si dans sa nouvelle maison, il aura toujours ses ruches, mais en tout cas, il est très engagé. Lui aussi, je crois que la victoire, elle est par ici, parce qu'il avait pris pas mal d'avance, Guillaume, depuis le début de Je pense que c'est la seule fois de ma vie où je pourrais battre Pierre-Ambroise, donc j'en profite. Ça va pas être dur. Et ben voilà, on vous retrouve sur la piste pour la revanche. Hein, voilà. Avec grand plaisir. Moi, je vais m'inscrire, franchement. Hein. Exact, de ce côté. Ça m'intéresse beaucoup, hein, cette histoire de... Par contre, j'ai pas compris pourquoi on était 8. En fait, le foot à 5v5, c'est souvent dans des centres de 5 payants. Et le foot à 11, c'est sur des grands terrains, difficiles d'accès. Et surtout, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Okay. Ça rend la chose plus difficilement accessible. Il faut arriver à trouver une équipe de copains, c'est plus facile, 8. Ouais. Merci beaucoup à Hélène Gigloux de nous avoir rendu visite. Merci à vous et bonne saison indoor et championnat du monde à Budapest l'année prochaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Planète.